Alors, prise de parole en public, c'est quoi ce truc? La prise de parole en public, je la résume en cette formule magique, 3 en 1. Alors 3, parce que tout simplement, chaque orateur, mes amis, chaque professionnel de l'art oratoire, de la prise de parole en public, ou chaque personne qui s'apprête à exercer cette compétence et l'intégrer, a besoin de connaître d'abord ces 3 points, a besoin d'avoir ces 3 objectifs pour réussir sa prise de parole en public. Le premier point, c'est d'être écouté. Le deuxième point, c'est d'être compris. Et le troisième point, c'est le nec plus ultra, c'est le Graal, c'est d'être suivi quand on donne une prestation en public. Et ça, c'est ce que nous allons décortiquer, découvrir ensemble dans cette masterclass prise de parole en public. Alors vous allez me dire, Oussama, tu es gentil, tu nous dévoiles la moitié de la formule magique prise de parole en public. Et la deuxième partie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre numéro 1? Alors, je ne vais pas le dire explicitement maintenant, je vais le laisser et je vais poser la même question à la fin de la masterclass. Mais par contre, je vais le dire indirectement, je vais le mimer, je vais le jouer, je vais l'insinuer. En fait, vous allez le comprendre et le sentir tout au long de cette masterclass prise de parole en public. Et comme ça, vous aurez la formule magique, vous aurez le pass complet, le schéma complet de cette formule magique qui va vous donner votre passe vaccinal pour réussir votre prise et vos futures prises de parole en public. Alors, ma promesse pour ce soir, mes amis, pour dévoiler un peu l'étendue de cette formule magique 3 en 1, on va s'attarder à comprendre les 3 piliers de la prise de parole en public. On va aller décortiquer ces piliers-là. C'est les 3 grands secrets en fait que n'importe quel orateur et n'importe quelle personne qui se lance dans la prise de parole en public a besoin de connaître. Et non seulement il a besoin de les connaître, mais il a besoin de les maîtriser pour avancer dans ce processus d'apprentissage de la prise de parole en public. Bien évidemment, dans chaque pilier, il y a des outils. Vous allez comprendre que c'est une compétence, la prise de parole en public. On parle aujourd'hui de soft skills. Et bien voilà une qui est assez énorme en taille, en processus d'apprentissage. Donc nous allons dévoiler les secrets de chaque pilier, la boîte outils d'oratoire que nous allons découvrir pour chaque pilier pour maîtriser et réussir cette prise de parole en public, tout simplement pour jouer votre rôle avec brio et surtout avec talent. Alors, ce soir, nous allons faire quelques exercices. Nous avons 2 heures, voire un petit peu plus. J'ai du contenu pour vous. On va aussi faire des exercices. Et la particularité de cette masterclass, on va faire les exercices en binôme. Vous serez 2. 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2. Comme ça, ça va aller beaucoup plus vite. Et chaque personne qui est dans le sous-groupe va avoir très vite l'occasion de participer et de faire l'exercice. Enfin, en tout cas, j'espère que ce format-là est beaucoup plus intéressant pour vraiment laisser l'occasion que tout le monde participe. Alors, je parle d'une analyse de cas à la fin de la masterclass. Ça va juste résumer tous les concepts que nous allons voir ce soir et ça va vous permettre d'ancrer justement avec une analyse de cas ces concepts que nous avons vus. Et puis, à la fin de la soirée, là, je parle d'une surprise hypnotique. Alors, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué de mettre ça ici, ce soir. Bon, j'espère que ces 2 points, les 2 derniers points, on va pouvoir les faire parce que cela va dépendre de votre énergie, mes amis. Et si on a toujours cette énergie à la fin de la masterclass, on va passer pour faire ces 2 points. Pour finir, bien sûr, avec le quiz. Le quiz, maintenant, vous connaissez ce que c'est. 10 questions à la fin. Ça va tester un petit peu ce que vous avez intégré pendant cette masterclass. Et vous aurez votre note en temps réel juste après. Donc voilà le menu de ce soir pour cette masterclass. Alors rapidement, nous allons voir comment mettre
votre corps et votre visage au service de votre message. Ça, c'est très important à préparer. Et nous allons aussi voir comment mettre votre voix au service de votre message. Parce que quand on va préparer un message, comme nous allons le voir dans un moment, on a besoin de ces outils-là que nous avons tous. Nous avons tous un corps, un visage, nous avons tous une voix. Nous allons comprendre comment développer ces choses qu'on a en nous pour vraiment réussir sa prise de parole en public. Et pour avoir plus d'impact aussi, nous allons voir comment utiliser les bons mots pour servir votre message. Parce que tout simplement, vous l'avez bien compris, et je l'ai introduit dans cette masterclass prise de parole en public, il s'agit d'une compétence. Et quand on parle de compétence, ça veut dire que ça s'apprend, ça veut dire qu'on va mettre en place un processus pour apprendre tout ça. Et quand il s'agit de la prise de parole en public, j'aime bien cette phrase, moi, qui dit « On ne naît pas orateur, on le devient ». Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant. On a parlé des 3 piliers de la prise de parole en public. Alors, c'est quoi ces 3 piliers, justement, qui nous permettent de réussir notre prise de parole en public? Les 3 piliers sont très clairs, ils sont en face de vous. On parle de communication verbale, de communication non verbale et de communication paraverbale. Ça, c'est les 3 piliers que n'importe quel orateur, n'importe quelle personne qui s'apprête à développer cette compétence prise de parole en public a besoin de connaître comment les utiliser et enfin a besoin de connaître comment il va créer l'alchimie pour que ces 3 niveaux de communication travaillent ensemble pour capter l'attention du public. Parce qu'il s'agit aussi de capter son attention. Ça, c'est une des choses que n'importe quel orateur va chercher quand il va faire une prestation en public. Parce que l'attention, ça se monnaie, on ne la donne pas comme ça. Il est très important que l'orateur développe quelque chose, présente quelque chose, fait quelque chose pour capter l'attention de son public et la maintenir jusqu'à la fin. Donc là, avec ces 3 communications verbales, non verbales et paraverbales, on va voir quels sont les outils qui vont nous permettre justement de capter l'attention de son auditoire. Parce que ça, c'est le point le plus important. Parce que quand on capte l'attention de l'auditoire, on va se faire écouter, on va se faire comprendre et aussi on va être suivi. C'est les 3 premiers objectifs de la formule magique 3 en 1. Alors pourquoi j'ai mis ce monsieur-là que vous connaissez tous, Barack Obama? Barack Obama, selon ce que j'ai vu en tout cas, c'est parmi les personnes qui maîtrisent ces 3 piliers de la prise de parole en public. C'est une personne qui maîtrise le verbe, c'est une personne qui maîtrise son corps et son visage, et c'est une personne qui maîtrise sa voix, la communication paraverbale. Donc, je l'ai mis ici. Il y en a d'autres personnes qui maîtrisent aussi ces 3 piliers. Je l'ai mis ici parce que j'ai un petit faible pour ce monsieur-là. Quand je vois Barack Obama en train d'intervenir en public, j'avoue que j'ai une envie de le modéliser, une envie de l'analyser, parce que justement, il arrive à créer cette alchimie pour capter l'attention de son auditoire et faire glisser son message. Donc là, nous allons développer justement ces 3 piliers. Et on va commencer par le premier, cette communication verbale qui va vraiment nous intéresser parce que tout simplement, c'est dans la communication verbale qu'on va parler du contenu de votre discours. Donc, quand vous allez préparer une prestation à votre public, qu'il soit une conférence, une réunion en corporate, en entreprise, une masterclass comme celle-là, un webinaire, peu importe le format, même des fois en entretien d'embauche, on a quelque part besoin de structurer ses idées, de structurer son contenu pour qu'il passe correctement. Donc là, on est dans la première partie qui est la communication verbale et qu'on va résumer en 3 points qui sont vraiment très intéressants à prendre conscience et à développer correctement quand on veut correctement structurer son message pour qu'il passe.
Alors, peu importe comment il est ce message, peu importe comment elle est cette prestation, on parle souvent d'introduction, développement et conclusion. Il est très important de faire un focus particulier sur l'introduction, un focus particulier sur la conclusion et bien évidemment quelque chose qui permet de développer notre discours qu'on va trouver au milieu. Les deux, introduction et conclusion, sont des points très intéressants pour justement structurer son message. Alors on va trouver justement dans chaque élément un certain nombre d'outils à capter, à maîtriser pour vraiment préparer son discours correctement. Dans l'introduction, on va aller dans la partie introduction d'un discours. Il est très important de, dès le départ, avoir une énergie qui accroche son auditoire, qui accroche son public. On a besoin de quelque chose qui capte l'attention pour que justement j'avance dans mon discours. Et ça, on le fait très vite dans l'introduction. Dans l'introduction, on a besoin d'une belle accroche, une accroche qui va donner envie au public de nous suivre. Ça, je parle pour le moment uniquement du verbal. On va voir tout à l'heure comment je vais packager ce verbal-là avec les deux autres piliers de la prise de parole en public, à savoir la communication non verbale et la communication paraverbale. Donc, on s'attarde maintenant sur la partie verbale. L'accroche, c'est quoi? L'accroche, c'est quelque chose qui va ouvrir une parenthèse dans le cerveau de la personne. Parce que le cerveau de la personne, il déteste être suspendu. Donc, on a besoin de le capter, on a besoin de faire en sorte que j'ai l'attention du public pour que après je commence à développer et après je ferme la parenthèse. Donc on va faire un jeu de parenthèses. Les pros de la prise de parole en public, les pros de l'art oratoire, ils connaissent très bien ce jeu-là d'ouverture et de fermeture de parenthèses dans le cerveau du public, dans le cerveau global. Quand je parle du cerveau global, c'est le cerveau de toutes les personnes qui sont en face de vous. Et il ouvre des parenthèses avec ces accroches-là. Donc ça crée de l'appétit, ça crée de l'envie de savoir plus. Qu'est-ce qu'il va me dire, ce monsieur ou cette personne qui est en train de me parler de ce sujet-là. Et donc dans l'accroche, il y a plusieurs techniques. Et moi j'en ai résumé quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup, il y en a une douzaine. Par manque de temps, on ne va pas tous les voir, on va voir quelques-unes ici. On parle par exemple de la question rhétorique. La question rhétorique, c'est un type d'accroche qui permet de poser une question, mais la question, on n'attend pas du public une réponse. On va juste poser la question pour démarrer derrière. Très souvent, vous entendez parler un orateur qui dit qui parmi vous n'a jamais fait des erreurs dans sa vie? J'attends pas forcément une explication, une réponse du public. C'est une question rhétorique. Je pose la question. Je sais que mon sujet va parler peut-être de la résilience, peut-être de la prise de décision, peut-être des bons moments positifs quand on fait des erreurs. Mais avant d'introduire, boum, je balance une question rhétorique. Ça met la puce à l'oreille dans la tête du cerveau global et ça me permet de développer derrière. Donc ça, c'est une question rhétorique. On l'entend beaucoup. Et faites attention maintenant quand vous êtes en train de voir quelqu'un qui va poser, qui va démarrer. Très souvent, on démarre avec une question rhétorique. Deuxième point qui est très important dans les accroches, et ça, c'est quelque chose que j'utilise très souvent, c'est cette notion de déclaration surprenante. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour capter l'attention de mon auditoire, mon public, et je dois le faire dans les premières minutes. Et pour cela, je prépare dans mon introduction une déclaration surprenante. Comme son nom l'indique, c'est une déclaration qui va vraiment être surprenante parce que je sais que rares les personnes qui ont entendu ce type de déclaration. Donc c'est quelque chose qui est travaillé, on va aller chercher la créativité, on va vraiment faire en sorte qu'elle soit vraiment surprenante. Parce que si elle n'est pas surprenante, ça ne va pas faire l'effet d'une accroche et ça ne va pas capter l'attention de mon auditoire. Donc par exemple, je vous fais une petite... voilà. Dans mon slide de tout à l'heure, quand j'ai parlé de la formule magique, 3 en 1,
Bah, clairement, j'ai utilisé ce type d'accroche. Je vous ai fait une déclaration surprenante. La prise de parole en public se résume dans la formule magique suivante, 3 en 1. Boum, je la pose et je développe derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant quand on veut, par exemple, accrocher notre public. Troisième type d'accroche que je trouve vraiment puissant, et là on rentre dans le monde de l'émotionnel, parce que là je vais parler d'une anecdote personnelle. Une anecdote personnelle, mes amis, ça me concerne, ça me touche, ça me met dans la vulnérabilité, ça me met dans l'authenticité, et j'ai envie de partager avec vous quelque chose qui vient de moi. Ça crée tout de suite la curiosité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc là, quand je suis en train de raconter l'anecdote, bah, automatiquement, je suis en train de capter, d'ouvrir même des fois plusieurs parenthèses dans le cerveau global de mon public. Et avec ça, j'arrive à capter justement l'attention. Alors, quand j'étais en train de préparer justement cette masterclass, je vais vous raconter une anecdote. J'étais en train de regarder avec quel exemple je vais vous donner justement pour vous expliquer cette accroche qui est l'anecdote perso. Et en regardant, moi je suis pas mal de personnes qui sont des pros de la prise de parole en public, et je suis tombé sur quelqu'un que je suis depuis maintenant quelques années et qui a le don justement de travailler. C'est un professionnel, c'est un conférencier, il donne des formations pour devenir un conférencier professionnel. Entre parenthèses, conférencier professionnel, il gagne sur chaque conférence entre 4 000 et 5 000 euros. Donc c'est quelqu'un qui a vu vraiment un vrai business dedans. Et donc il préparait son TEDx. Et là, j'étais curieux de voir comment il a préparé son TEDx et comment il a pris, comment il est rentré en scène pour ce TEDx. Il s'appelle Michel Poulouaré, ce monsieur. Hein, moi, je l'apprécie bien. Il fait beaucoup de choses intéressantes dans le monde de la prise de parole en public. C'est un Français. Et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il rentre en scène et il rentre avec une carafe d'eau et sa main coincée dans la carafe d'eau. Voilà, il vient en scène avec sa main qui est coincée dans la carafe d'eau. Bon, tout le monde voit cet objet bizarre dans la main de Michel, mais qu'est-ce qui se passe? Il est en TEDx. Alors là, il dit, je m'excuse de rentrer avec cet objet-là. Écoutez, qui n'a jamais fait des mauvais choix dans sa vie? Déjà, il pose une question rhétorique. Il a dit, écoutez, en rentrant en scène du TEDx, je vois cette carafe d'eau et puis je m'approche, j'ai regardé à l'intérieur, je l'ai vu vide. Par contre, j'ai trouvé un objet dedans. Et donc l'objet m'a intrigué et j'ai mis ma main pour attraper l'objet. Sauf qu'en voulant sortir l'objet de la carafe, ma main est restée bloquée. Et et la carafe, elle a une forme un petit peu bizarroïde, il ne pouvait pas sortir sa main comme ça, parce qu'il prenait l'objet dans sa main. Et comme il avait le TEDx, il lui restait 1 minute pour rentrer en scène, il a décidé, Michel Poulouaré, de rentrer avec la carafe dans sa main coincée dans la carafe d'eau. Donc il racontait cette histoire-là, cette anecdote, mais en fait, bien évidemment, Michel a bien préparé son discours. La carafe d'eau, elle était bien préparée, elle était on va dire, en lien avec le message qu'il allait donner pendant son discours TEDx. Il parlait du lâcher-prise et il a démontré après que le lâcher-prise, la fin de l'histoire, ce n'est pas ça qui nous intéresse, mais tout simplement ce qui nous intéresse, c'est de raconter l'anecdote et comment il a capté l'attention de son public. Donc ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc je voulais un peu partager avec vous l'anecdote de Michel. Et c'est quelque chose qui marche très bien quand on l'utilise dans une accroche pour justement capter l'attention. Il y a d'autres types d'accroches. On parle de promesses choc. Alors là, on rentre dans le domaine de l'expertise, mes amis. Quand on fait une promesse, et en plus elle est choc, on a intérêt à assurer derrière. Parce que si je viens, moi, en tant qu'orateur, et je fais une promesse pour, à la fin de la masterclass ou du webinaire, ou de la formation, ou de la conférence, vous allez sortir avec quelque chose. Là, l'idée, c'est que l'orateur, il a besoin d'assurer derrière. Donc, la promesse choc, effectivement, ça capte l'attention, parce que les gens qui viennent entendre l'orateur, ils veulent l'entendre par rapport soit à une solution, soit à des
à des révélations qu'il va dire pendant cette conférence ou pendant cette réunion et qu'il n'a jamais dit peut-être. Donc les gens attendent quelque chose d'assez fort. Donc quand il démarre avec une promesse choc, l'idée c'est qu'on a intérêt à assurer derrière. Si on ne tient pas notre promesse à la fin, eh ben le public il reste un petit peu sur sa faim, un peu déçu, tout ça pour ça. Bon, voilà. Donc il est important quand on démarre avec une promesse choc, il est intéressant de bien savoir ce qu'on fait. On démarre aussi des interventions ou des introductions par des statistiques surprenantes. Vous avez déjà vu et certainement vu un orateur qui commence avec un slide et un chiffre. Un chiffre qui est sur le slide et qui dit par exemple, voilà, 80%. C'est pas ce qu'il y a derrière ce 80%. Et là, il démarre. 80% des personnes qui s'apprêtent à monter en public pour parler devant un public, stress, ils ont le trac. Alors bon, cette phrase et cette statistique, j'avoue qu'on l'a déjà entendue 1000 fois. Donc il est intéressant aussi, quand vous faites une statistique surprenante, elle soit surprenante. Si elle est déjà connue par tout le monde, elle n'est pas surprenante. Maintenant, quand on va démarrer sur une statistique surprenante, l'effet de la statistique surprenante, il est très important. C'est que je vais diviser d'une manière implicite deux groupes dans le public. Un groupe qui se trouve dans la statistique et un groupe qui est en dehors de la statistique. Et très souvent, le groupe qui est dans la statistique n'a pas envie d'être dans la statistique. Il a envie d'être dans l'autre groupe. Et donc, qu'est-ce que je vais développer, moi, derrière cette statistique? Eh bien, je vais donner les secrets pour aller dans le deuxième groupe. Parce qu'il y a 20% qui ne stressent pas. Alors, comment on fait pour ne pas stresser dans une prise de parole en public? Eh bien, c'est ce que je vais vous dévoiler, les 5 secrets pour ne pas stresser quand vous prenez le micro et quand vous êtes en train de parler en public. Voilà. Donc là, la statistique surprenante, ça permet aussi comment dire, d'accrocher l'auditoire et faire en sorte qu'on démarre sur une note très énergisante où il y a quelque chose qui va donner envie au public de nous écouter. Alors mes amis, là, je vois très souvent ça. Un orateur qui vient et qui commence à dire « je m'appelle », je suis, et puis on est parti pour 5 minutes à entendre c'est quoi ses certificats, son expertise. En fait, il va dévoiler sa bio devant tout le monde alors qu'il n'a rien encore présenté comme promesse ou comme quelque chose que le public va voir pendant sa prestation. Ça, on n'en fait plus. Il y a tellement d'infos aujourd'hui, il y a tellement de matière sur le net, il y a tellement d'orateurs compétents, il y a tellement de choses intéressantes et même des fois même gratuites qu'on ne fait plus ce genre de choses. On va d'abord donner ce qu'on va dire, ou en tout cas parler de ce qu'on va dire, et éventuellement parler de nous, mais rapidement, et on rentre dans le vif du sujet. Rappelez-vous, mes amis, que dans une prise de parole en public, le héros, c'est pas vous en tant qu'orateur. Le héros, c'est le public. Donc, si je commence à mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de focus sur moi, je risque de ne pas capter l'attention de mon public. Parce que le public, il a besoin, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Moi, tes beaux yeux, c'est pas ça qui m'intéresse. Je suis pas venu pour te voir. Je suis venu pour qu'est-ce que tu vas me donner comme information? Qu'est-ce que tu vas me présenter? Et à la fin, avec quoi je vais partir? C'est ça qui intéresse le public. Donc là, éviter ce genre de choses, je voulais un peu insister dessus parce que je le vois encore très souvent. Un des points aussi à ne pas faire pendant l'accroche ou une introduction, c'est de commencer à minimiser d'entrée de jeu sa présentation. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, et puis je commence à me gratter la tête. Je m'excuse que, en fait, je m'excuse déjà parce que là, j'ai fait une petite présentation. Et dans cette petite présentation, il y a des points qui sont assez complexes à expliquer. Et donc, je m'excuse d'avance si vraiment on ne capte pas ce que je veux dire. Alors, non, on ne dit pas ça.
on minimise pas sa prestation. On vient, on donne du bon contenu, on est passionné par ce qu'on fait, on va le résumer de telle manière que l'auditoire, le public le capte. Donc ça, c'est aussi à éviter. Ça crée déjà un sentiment, ouh là là, je ne veux pas être à la place de cet orateur. On sent qu'il n'est pas vraiment très sûr de lui là. Je ne sais pas où il nous emmène. Donc là, à éviter dans des introductions parce que ça peut juste faire pchit de votre prestation. Par cœur ou pas par cœur, une introduction. Moi, je dis du par cœur. Pour quelle raison? L'introduction. Pour quelle raison? Parce que on est un peu stressé, on est un peu dans le trac et lorsqu'on est en face d'un public. Donc l'objectif, encore une fois, c'est de démarrer bien. Donc le but, c'est vraiment avoir en tête, presque même mot par mot, comment je vais introduire cette prestation. Parce que tout simplement, ça donne le ton, le cadre. Donc si je ne suis pas très à l'aise et je commence un petit peu à ne pas être sur les bons rails, je ne vais pas capter l'attention du public et donc du coup, ça va me mettre un peu difficile en gros, je vais ramer quoi. Je vais ramer pour aller chercher ce public-là. Donc l'introduction, c'est le truc, quand je dis apprendre par cœur, c'est pour ne pas faire une glissade. Et par contre, le développement, là, on va voir le milieu de la prestation, on va pas faire du par cœur, on va connaître par cœur les grandes lignes, les grandes idées. On va voir comment on fait ça. Alors justement, ici, là, on a parlé de l'introduction, on est dans la communication verbale, on est dans les 3 points, on est dans le premier pilier encore, il y a encore du monde dans cette masterclass, et on est dans la deuxième partie de la communication verbale, c'est-à-dire le milieu, comment je vais développer mon discours. Alors comment je vais développer mon discours? La première des choses, mes amis, ça vous arrive souvent de regarder des orateurs qui vont venir avec un message clair, limpide, qui va être ancré dans notre cerveau du début jusqu'à la fin. Donc quand on est en train de structurer notre discours, quand on est en face d'une page blanche, qu'est-ce que je vais dire à ce public-là? Bien sûr, j'ai fait ma petite enquête, c'est qui cet auditoire, il aime bien quoi, quel est son historique. Bon, je me questionne quand même j'ai qui est en face? C'est qui mon auditoire? Après, quand je suis en train de construire, l'objectif, c'est d'abord de commencer par mon message principal. Quel est le message que j'ai envie que ce public retienne à la fin de la masterclass, à la fin de ma conférence, à la fin de ma prestation? Et ce message principal, c'est à partir de lui que je vais développer le reste. C'est à l'instar du Yes Weekend de Barack Obama, à l'instar de quand Steve Jobs est sorti, la première sortie de l'iPhone, il a dit que l'iPhone va révolutionner le monde du téléphone. Bref, il y a un message qui est clair et c'est ça que j'ai envie de développer. Donc, ça vous arrive très souvent, des fois, quand vous regardez une pub, vous regardez la pub, vous commencez à regarder un petit peu et puis il y a des scènes intéressantes, vous rigolez même, mais à la fin de la pub d'un produit, on reste sur notre faim, on ne fait pas le lien. On ne voit pas le message de cette pub. On ne fait pas le lien entre l'ours qui court et le yaourt. Quel est le rapport? Et donc ça veut dire que tout simplement, le message dans cette publicité n'a pas été bien et correctement travaillé. Donc le message, ça se travaille. C'est un fil conducteur. C'est notre GPS, en fait, dans la construction de notre discours. Ça se résume en une seule phrase. Si on arrive à le résumer en une seule phrase et ça nous touche en tant qu'orateur, ça veut dire que je tiens quelque chose. C'est ça le message que j'ai envie de transmettre à mon public. Alors tout ça, pourquoi? Parce qu'un message principal qui est bien construit va me permettre de convaincre. Parce que n'oubliez pas, dans ce que j'ai envie de transmettre, l'intention avec laquelle je rentre, c'est de convaincre ce public.
Parce que je vais le faire passer d'un point A vers le point B. Le point A, c'est son état initial, il vient avec des connaissances, mais après la prestation, mon but, c'est de le convaincre pour petit à petit le ramener à la position B, où il va peut-être se mettre à l'action, se mettre en mouvement, déclencher un changement, déclencher une transformation parce qu'il a retenu le message principal. Donc ça, c'est très intéressant de d'intégrer le message parce qu'il a ces avantages-là. Au fur et à mesure que je développe, je vais l'ancrer auditivement et je vais le répéter à plusieurs reprises parce que tout simplement, j'ai envie que ça soit ancré dans la tête du public qui m'écoute. Alors, surtout, ne pas commencer à improviser un message principal pendant la prestation. Parce qu'un message principal, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Et comment après, une fois j'ai mon message principal qui est clair, comment je vais développer le reste, parce qu'après, il va falloir développer. Il n'y a pas que le Yes We Can, il y a tout un discours derrière. C'est, je vais utiliser la méthode jeter, rassembler, structurer. Jeter, c'est quoi? C'est, je vais jeter toutes les idées qui vont être en phase avec mon message. Pas de censure. Ensuite, je vais commencer à les rassembler en trois grandes catégories. Trois grandes idées. Ce chiffre 3, retenez-le bien, mes amis, il est partout dans les présentations. À chaque fois, on parle de vous allez comprendre les trois secrets de. Vous allez apprendre les trois avantages de. Le cerveau n'aime pas retenir beaucoup de choses. Et donc là, déjà, je l'applique sur mes slides. Là, je vous parle de trois piliers qui sont les trois communications non verbales, paraverbales et non verbales. Et l'idée, c'est de supprimer tout ce qui ne matche pas avec mon message. Même si j'ai des choses intéressantes à dire, si ça ne converge pas vers mon message principal, je le supprime. Parce que ça va juste embrouiller la tête des personnes qui m'écoutent et ce n'est pas bon pour garder l'attention tout au long du process de ma prestation. Alors, très souvent, on utilise les outils comme la mind map, les cartes mentales, les cartes heuristiques. Vous connaissez certainement ça. Les mind maps, avec ça, on arrive à structurer correctement les idées. Et donc là, mon message, c'est on ne naît pas orateur, on le devient. Vous comprenez que c'est le cœur de cette masterclass. Alors maintenant, comment sublimer le message? Une fois on a défini notre message, une fois on a mis en place le message principal, ben, comment on va le développer? C'est en 1960, ça se passe en 1960, mes amis. C'était pas 1960, là, c'est 1980 aux États-Unis. Une personne qui s'appelle Elliot est venue voir un monsieur maintenant qui est très connu, qui est d'origine italienne. Il a immigré aux États-Unis. C'est un grand chercheur, neurochercheur. Il connaît très très bien le cerveau. Il a travaillé beaucoup sur le cerveau. Il s'appelle Antonio Damasio. Elliot, il vient voir Antonio Damasio après une opération d'une tumeur de cerveau. Il vient, Elliot, apparemment, post-opération, tout s'est passé correctement. Il arrive encore à faire des opérations mathématiques sans problème. Son côté, on va dire, plutôt analytique est resté intact. Sauf que Elliot, il commence à avoir des comportements bizarres. Il commence à avoir des choses qu'il n'avait pas avant. Il prend des décisions, mais vraiment pas possibles. Il divorce de sa première femme, il se remarie, il divorce de la deuxième femme. Il n'a plus de relation sociale avec ses collaborateurs au travail. Bref, rien ne va plus avec Elliot. Il vient voir Antonio Damasio. Il lui explique qu'il vient de passer une opération sur tumeur de cerveau. Et Antonio Damasio, comme il s'y connaît très très bien dans le cerveau, il connaît très bien les régions cérébrales, il a soupçonné qu'on a coupé un lien entre la partie frontale du cerveau et le système limbique émotionnel du cerveau de Elliot. Il a soupçonné ça
quand ils ont fait l'opération de la tumeur du cerveau. Donc, Damasio, intelligent comme il est, il est arrivé avec des images chocs, des images même gore, de personnes accidentées de la route, des personnes avec des bras arrachés, des yeux qui sortent de leur orbite, les mâchoires complètement défigurées. Bref, j'arrête là parce que je sais que ça évoque des choses désagréables chez vous. Et puis il montre ces images-là à Elliot. Elliot, il regarde les images, rien. Il n'y a rien qui se passe. Alors Antonio Damasio, il dit, Elliot, tu ressens rien du tout là, quand tu vois, quand je te montre ces images-là? Non, je devrais. Écoute, oui, les personnes normaux, lorsqu'ils voient ces images-là, ils ont le dégoût. Il lui dit, moi, il n'y a rien. Je ressens rien du tout. Alors Antonio Damasio, il a compris très vite qu'il y a un problème entre la partie qui résonne, parce que là, il a fait des recherches après, et pour faire court, Antonio Damasio, il est arrivé à la conclusion suivante, c'est qu'on ne peut pas prendre des décisions sans émotion. Les émotions sont partout dans notre processus décisionnel, mes amis. Et donc là, pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que rappelez-vous, notre seul objectif dans les prestations de prise de parole en public, c'est de convaincre notre public. Pour le convaincre, il va prendre une décision après le public. Donc pour aller le convaincre, on a besoin de toucher les émotions du public. On a besoin de les chercher dans la partie émotionnelle. Et donc c'est avec ça qu'on va pouvoir sublimer notre message pour justement convaincre notre public à passer du point A vers le point B. Et là, Antonio Damasio, il a écrit un bouquin qui est très connu, L'erreur de Descartes. Parce que Descartes disait qu'on ne peut pas prendre une décision sans avoir tout de manière factuelle, rationnelle, et à partir de là, on prend des décisions. Damasio a démontré le contraire. On peut avoir tout à côté, mais si on a un problème émotionnel, les émotions peuvent influencer nos décisions. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez convaincre, mes chers amis, en tant qu'orateur, votre auditoire, vous avez besoin de mettre du piment dans votre message. Et le piment dans le message, on va aller toucher les émotions. Ma recette, parlons de piment. Alors, vous allez prendre 1 kilo de tomates. Non, c'est tout ça. Non, c'est pas cette recette-là, ça va pas marcher. Alors, ma recette pour sublimer votre message, c'est d'aller faire appel au vécu de votre auditoire. Alors, le vécu de l'auditoire, c'est quelque chose qui va permettre d'évoquer des souvenirs chez votre public. Et quand vous évoquez vos souvenirs, automatiquement, non seulement vous créez le lien avec votre public, mais vous allez le toucher sur des choses, soit qu'il a vécu avec des émotions très positives, et à ce moment-là, il est vraiment dans l'énergie d'en savoir plus, soit vous allez le toucher dans des souvenirs qu'il les a passés, et là, cette fois-ci, dans des émotions très désagréables, et là encore, c'est le même effet, ça va créer quelque chose, une dissonance dans la tête de votre public, et vous allez le chercher dans ses émotions pour lui proposer quelque chose. Là, on fait appel au vécu. Alors, l'appel au vécu, on l'utilise aussi pour faire comprendre quelque chose. Moi, par exemple, quand je suis en train d'expliquer c'est quoi l'hypnose, tout simplement, je vais faire appel au vécu de n'importe quelle personne sur cette planète pour lui dire, est-ce que ça ne vous a pas déjà arrivé? Vous êtes sur l'autoroute, vous êtes en train d'écouter une très belle musique. Et à un certain moment, vous prenez conscience que vous avez raté votre sortie. Très souvent, on me dit, oui, mais ça m'est arrivé tout le temps. Eh bien, c'est ça l'hypnose. Vous avez tout simplement votre état modifié de conscience pendant ce moment-là. Mais en fait, c'est un état d'hypnose. Et en faisant appel au vécu de la personne, il a tout de suite fait le lien de ce que c'est qu'un état d'hypnose. Voilà. Des fois, c'est pour expliquer, pas forcément pour toucher les émotions. Alors, on va utiliser les analogies, toujours pour sublimer notre message. Les analogies, c'est quelque chose de puissant. Là encore, je vais expliquer un concept un petit peu compliqué avec un concept connu par le public, mais qui va me permettre d'expliquer ce que j'ai envie de dire. Donc, les analogies à utiliser
sans modération, quand vous êtes en train d'expliquer quelque chose qui n'est pas forcément facile à, à, à comprendre, ou tout simplement vous voulez ancrer quelque chose très vite. Par exemple, je peux dire comme analogie, la vie est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Alors là, j'ai comparé la vie avec une boîte de chocolat. Bon, voilà, ça, tout de suite, on fait le lien. Notre cerveau, il arrive à faire le lien très vite. Donc, on peut faire une explication en utilisant les analogies. Alors, bon, il y a aussi les métaphores. C'est aussi quelque chose qui permet de sublimer vos messages. C'est intéressant de mettre ces outils-là quand vous êtes en train de développer votre message. Un exemple d'analogie que j'adore aussi dans le monde professionnel, quand on travaille sur le leadership. Par exemple, un leader, on peut le comparer, c'est comme un chef d'orchestre. Il n'a pas besoin de connaître tous les sons de tous les instruments, mais il a besoin de connaître il n'a pas besoin de connaître, de jouer les instruments. Là, je me perds moi-même. Il n'a pas besoin de connaître tous les instruments, mais il a besoin de connaître le son de chaque instrument et à quel moment il va les faire jouer ensemble. Donc ça, c'est pour comparer un leader et le comparer avec un chef d'orchestre. Ça permet de créer tout de suite le lien pour comprendre la chose que j'ai envie d'expliquer à mon public. Donner des exemples, ça c'est très intéressant quand on fait pour avancer dans votre message. N'hésitez pas à mettre le maximum d'exemples, toujours pour capter l'attention de votre auditoire. Alors, on a parlé de l'émotion, mais il ne faut pas non plus faire que de l'émotion dans votre prestation. Parce que quand on met trop de quelque chose, ce n'est pas équilibré. Et là, dans le cerveau global que vous avez en face de vous, vous allez trouver des personnes analytiques. Il va falloir leur donner des faits, des choses réelles, concrètes, des chiffres. Et en plus avec des références d'autorité. Alors, c'est ce que je viens de faire en expliquant l'histoire de Eliot. J'ai parlé de Antonio Damasio. Antonio Damasio, il est connu pas par tout le monde, mais il est très connu. Donc, j'ai apporté une preuve pour expliquer l'importance des émotions. Pareil, quand on utilise des faits, on va équilibrer aussi entre le côté émotionnel et le côté factuel pour que mon message passe comme sur des roulettes. Et puis, il y a ce truc-là que vous connaissez tous, mes amis. Tout le monde aime des histoires. Et déjà, le fait de commencer par cette phrase, il était une fois, automatiquement, j'ai comme l'impression que, boum, ça me fait partir vers mon enfance, vers quelque chose que j'ai déjà vécu. Et j'attends qu'est-ce que l'orateur va me dire derrière. Bon, très souvent, on ne commence pas par « il était une fois », mais on va démarrer par une histoire. Alors, l'histoire, encore toujours, on est dans comment je sublime mon message, raconter une histoire, on est cette fois-ci dans le côté émotionnel. Très souvent, on est dans le côté émotionnel. On peut raconter une histoire qui ne va pas chercher les émotions, mais très souvent, quand on va raconter une émotion, c'est pour laisser une trace dans le cerveau collectif de mon auditoire, le cerveau global, et pour appuyer mon argumentaire. Donc quand je raconte une histoire, parce que tout le monde adore écouter des histoires, c'est ça l'objectif de raconter une histoire. Alors très rapidement, une histoire, c'est un début, un milieu et une fin. C'est comme tout à l'heure, la partie communication verbale, une introduction, le développement de mon discours et la conclusion. Toutes les histoires, ils ont un début, un milieu et une fin. Alors dans le début, je vais poser le contexte. Je vais poser un contexte même très spécifique. Je vais nommer les personnes, je vais donner une date, je vais poser le cadre et très vite, ça va évoquer la partie imagination de la personne pour que je capte. N'oubliez pas, tout ce que je vous dis là, c'est pour capter l'attention. Je ne suis pas en train de faire tout ça pour juste faire tout ça. Mon objectif, c'est de capter l'attention. C'est ça la monnaie que je cherche dans une prestation, prise de parole en public. Si je n'ai pas l'attention de mon public, il n'y a rien qui se passe. Donc, tous ces outils-là, c'est pour capter l'attention et par la suite pour convaincre. Parce que c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de convaincre pour passer le public du point A vers le point B. Contexte spécifique, donc je contextualise mon histoire. L'histoire d'Eliot,
Ça se passe en 1980. Jeune homme Elliot. Est-ce que vous connaissez Elliot? Non, vous ne connaissez pas Elliot. Peut-être vous connaissez Antonio Damasio, mais Elliot, j'aurais pu dire un patient. Mais un patient a moins d'impact quand je nomme le prénom de la personne. Très important ça. Alors, donc je contextualise. Dans l'histoire, et ben après, il va falloir que je pose le problème. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'histoire. Il va falloir que je pose un problème et il va falloir que je trouve les personas et surtout le héros qui va me résoudre ce problème, me donner des solutions pour que je pars après avec une morale, avec un message. Donc le héros, par exemple, ici dans l'histoire de notre cher ami Damasio et Elliot, on comprend, c'est Damasio, c'est lui qui a trouvé le problème, c'est lui qui a trouvé que la prise de décision, elle est surtout émotionnelle. Quelle que soit la prise de décision, même si on a l'impression qu'on travaille avec le côté rationnel, on a des émotions dedans. Et on va utiliser cette notion de sens. On va aller évoquer le sens chez notre public. Le VACOG, comme s'il y a des PNListes dans la salle, le VACOG, c'est pour dire visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Ces termes-là, ça veut dire que tout simplement, je vais aller chercher, évoquer le sens, et ça me permet justement de capter. Quand je crée de l'émotion chez la personne, que ce soit via le canal auditif ou via le canal visuel ou via le canal kinesthésique, je capte son attention. Et puis, dans une histoire, il y a un message. Il y a un message. Parce que s'il n'y a pas de message, raconter une histoire pour raconter une histoire, c'est pas intéressant, mes amis. Même si vous allez me faire rire, même si vous allez me faire pleurer, s'il n'y a pas vraiment un message, une morale dans votre histoire, et surtout, ce message, il est lié à votre message principal de votre discours. S'il n'y a pas de lien, je vais terminer, quand vous allez terminer l'histoire, je vais dire, mais quel est le rapport? Pourquoi il me parle de ça? Donc l'idée, c'est que le message de votre histoire, il soit en lien avec le message principal de votre discours. Ça, c'est très important. Et l'histoire se raconte très souvent au présent. Vous voyez, même quand j'étais en train de parler d'Eliot et de Antonio, ça s'est passé en 1980, j'ai commencé à jouer le dialogue au présent. Eliot a dit, Antonio a dit, ou présente, ou fait, ou quelque chose. Donc quand on parle au présent dans une histoire, ça a beaucoup plus d'impact. Je vais jouer les dialogues. Il y a des personnes dans l'histoire, donc je vais jouer le dialogue, je vais jouer aussi les pensées intérieures des personnages qui sont dans l'histoire. Et bien sûr, je vais jouer sur les émotions, donc je vais jouer la peur, je vais jouer la surprise, je vais jouer la frustration, je vais jouer la joie. Donc là, je vais aller chercher ces émotions dans une histoire. Le storytelling au service de votre message. Oui, mes amis. Alors, la chute, et là on termine avec la communication verbale. La chute, c'est la conclusion. Votre conclusion, elle est aussi importante que l'introduction. Donc quand vous êtes en train de préparer une prestation, vous préparez l'introduction, bien sûr, mais pas en premier. L'introduction ne se prépare jamais en premier, elle se prépare à la fin. Quand vous allez, le message principal d'abord, on développe, on conclut, et après, oh, ok, j'ai travaillé sur le développement concluant, comment je vais introduire? Quelle est mon accroche? Donc même si l'introduction, on va la faire en premier, mais quand on prépare, on démarre d'abord par développer son message, le structurer et puis travailler sur la conclusion. La conclusion, pourquoi elle est importante? Parce que c'est ici que je commence à fermer les parenthèses que je viens d'ouvrir. Donc toutes les parenthèses que j'ai ouvertes, je vais peut-être les fermer pendant le développement, mais je vais m'assurer que tout est fermé à la fin, à la conclusion. Donc je ne laisse pas une parenthèse ouverte dans la tête des personnes, sinon je crée de la frustration et de la déception. Et surtout, je ne démarre pas. Ah oui, ça c'est un truc intéressant. Dans la conclusion, je vais conclure. Voilà mes amis, j'ai terminé. Merci. Merci pour votre attention. Au revoir. Là, quand il y a quelqu'un qui termine comme ça ne fait pas un effet intéressant. Ça aussi. Tout à l'heure, ne pas minimiser sa prestation. Alors là, dans la conclusion, surtout pas s'excuser, mes amis.
même si vous avez fait les pires conneries du monde, surtout pas ne pas s'excuser. Si je commence à, je m'excuse, je vous ai fait perdre votre temps, ou bah, je ne savais pas que, voilà, et je commence un petit peu à m'excuser, là encore une fois, là je fais une chute, c'est ça que le public va se rappeler de vous. C'est s'excuser ou bien rien dire, dire voilà j'ai terminé, au revoir. Ne pas démarrer avec une nouvelle idée. Parce que si on démarre avec une nouvelle idée, je vais ouvrir encore une parenthèse. Là, je suis en train de conclure. Si j'ouvre une nouvelle parenthèse, il va falloir la fermer. Je n'ai pas le temps pour la fermer. Même si ça me titille dans la langue, non. Parce que après, ça va me donner envie d'aller la développer. Ce n'est pas le moment. Alors bien sûr, il faut rappeler le message principal. Le message principal, il est très important de le garder en filigrane. Il est là, il est en background, et de temps en temps, même pendant le discours, le rappeler, trouver les bons moments pour le rappeler. On n'en est pas orateur, on le devient, n'est-ce pas mes amis? Donc, rappelez le message principal de temps en temps, et dans la chute et dans la conclusion, c'est très intéressant. On peut terminer avec une citation. Si vous avez assisté au webinaire Cercle Diamant, à 90%, on termine avec une citation. Une citation qui va prendre un peu, qui va résumer le message principal du webinaire. Et très souvent, un call to action, un appel à l'action. Donc ça, c'est des choses très intéressantes à calculer, à structurer quand on est en train de préparer sa conclusion pour partir. Et comme on dit, bien finir pour bien partir. Je parle de l'orateur là. Mais aussi pour l'auditoire. Bien finir pour bien partir, même pour le public aussi. Alors, le deuxième pilier, mes amis, c'est un pilier aussi important que le premier, sinon là, on rentre dans vraiment des choses qui vont donner de la texture et de la couleur à votre message. Là, je suppose que vous avez développé votre message, c'est bon, il est dans votre tête. Maintenant, comment je vais le présenter, comment je vais l'offrir, parce qu'on est vraiment dans le don de soi quand on va partager quelque chose avec le public. Et là, c'est comme si je vais le mettre dans un cadeau. Là, on parle du packaging. Là, on est dans le packaging. À l'intérieur, on a le cadeau. Imaginez, vous avez un cadeau, vous le mettez dans un bout de papier journal et vous le donnez à quelqu'un. Même si le cadeau, il est vraiment très intéressant, si vous lui donnez pas vraiment du packaging, et bien là, ça va pas le faire. Et là, on rentre justement dans ces deux autres piliers de la prise de parole en public, la communication non verbale et la partie paraverbale. Non verbale, on va toucher le corps et le visage. C'était en 1960, mes amis, débat télévisé, présidentielle américaine, JFK, John Fitzgerald Kennedy, vs Nixon. Premier débat télévisé, les deux candidats viennent avec beaucoup de choses à dire, sauf que JFK, il vient à l'aise, bien dans sa peau, très bien rasé, le sourire, il est vraiment en forme. On sent que non seulement il maîtrise ce qu'il a envie de partager avec son public, les Américains, mais aussi il montre qu'il est l'homme de la situation. Nixon, il a fait le tour, il sort de la campagne, il vient en tout cas, il sort d'une maladie, il était fatigué, il vient mal rasé, il refuse même de se faire maquiller lors de son premier débat télévisé. Et lorsqu'il a commencé à prendre la parole, derrière le pupitre, c'est un pupitre qui était transparent, on voyait ses pieds, on commence à sentir Nixon qui commence, à chaque fois quand il dit quelque chose, il s'affaisse sur le pied droit, il s'affaisse sur le pied gauche, il n'est pas à l'aise, il ne donne pas en tout cas ce sentiment pour sécuriser les Américains. Et le sondage est tombé, très clairement, on a donné à JFK les votes pour qu'il passe. En tout cas, on a compris qu'il a fait une bonne prestation. Et les coachs et les personnes qui étaient avec Nixon lui ont dit clairement, là, il va falloir travailler quelque chose par rapport à ton image, parce que là, ça ne passe pas du tout.
Il a compris ça, Nixon. Il y avait deuxième, troisième et quatrième débat. Donc là, il a vraiment fait beaucoup de choses par rapport à son image, par rapport à à son visage, par rapport à son expression, en tout cas bref, par rapport au non-verbal. Vous comprenez pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que quand on va délivrer un message, peu importe l'importance de ce message, quel que soit le contenu du message, on a besoin de le délivrer avec quelque chose qui va rassurer le public. Et pour rassurer le public, on va utiliser des choses que nous avons tous, notre corps et notre visage. Pour la partie non verbale, on va voir pour la partie paraverbale, on va utiliser un autre outil qui est la voix. Alors, dans la partie non verbale, on parle, et vous avez déjà entendu parler, de cette notion de première bonne impression. La première impression qu'on va donner quand je suis en face de quelqu'un, c'est reptilien, c'est très grégaire dans mon cerveau. Automatiquement, ces deux gouvernances dans mon cerveau vont poser un jugement sur la personne qui est en face. Si la personne en face me donne des signaux qui n'est pas clairs dans sa façon de se présenter, même si cette personne ne dit rien du tout, mon cerveau va porter un jugement sur cette personne-là. Donc c'est pour cela qu'on va travailler cette première impression et donc rapporter à la prise de parole en public. Les premières secondes, les premières minutes sont très importantes lorsqu'on va être en face d'un public. Donc là, il y a cette notion de 30 secondes qui est très importante parce que tout simplement, ça rappelle que en 30 secondes, le cerveau, il a fait un jugement, il a porté un jugement sur la personne qu'elle a en face. Donc, pour avoir une bonne première impression, bah, tout simplement, on va travailler des choses très intéressantes dans la communication non verbale. On va travailler cette notion de connexion. Comment je vais me connecter à mon public, comment je vais lui proposer quelque chose pour qu'il me fasse confiance, pour que je lui donne ce sentiment que je suis compétent dans le sujet que je suis en train de présenter et que je lui donne confiance par rapport à ce que je vais lui présenter. Donc cette connexion, ça se travaille et on a des outils pour la travailler. D'abord, par une bonne posture. Très important que dès que vous êtes en face du public, là on n'est pas en présentiel, mais même face à caméra interposée, ma posture, elle joue un rôle. Très important d'avoir une bonne posture pour créer une bonne connexion, donc une bonne première impression. On va travailler sur le regard. Le regard, mes amis, c'est très important. C'est quelque chose qui va aller pénétrer l'âme de la personne. Donc le regard, il est puissant et c'est aussi un outil qu'on va utiliser pour créer une bonne connexion, pour donner une bonne première impression. On va utiliser aussi la gestuelle. Donc tout ça, c'est dans la communication non verbale. Et une bonne gestuelle va nous permettre justement de faire en sorte que le message qu'on est en train de débiter, on est en train de le rendre plus intéressant. On est en train de le rendre plus captivant. On est en train de le rendre plus... On lui donne de la texture, hein, on lui donne de la couleur. On est en train de travailler notre message. Donc la gestuelle, elle est extrêmement importante dans la communication non verbale. Et bien évidemment, on n'oublie pas le mindset. Le mindset dans tout ça, on peut jouer sur tout ce qu'on veut. Si là-dedans, ça va pas, ça va pas. Pourquoi? Parce que le mindset va jouer sur votre posture, va jouer sur votre regard, va jouer sur votre gestuelle et on risque de ne pas se connecter justement à ce public-là. Donc le mindset, mes amis, c'est quelque chose de très important. Je rentre déjà avec un état d'esprit de partage. Je suis dans le don de soi. Quand je suis en train de présenter, je m'oublie. Je suis dans un état d'hypnose profond. Je me connecte, je suis dans le flow, je parle au public. Je n'existe pas. Mais je sais ce que j'ai envie de dire. Donc, je suis dans le partage, je suis dans le don de soi, je suis dans tout ce que je suis en train de préparer. Je le prépare pour que le public qui est en face grandit et j'arrive par ce partage à le convaincre et de le passer du point A vers le point B. Mindset aussi, on parle d'un mindset sec. J'ai envie que vous parliez à votre public d'une manière sec. Bon, je rigole ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière sec? C'est un acronyme, bien sûr. Le S pour dire sourire.
Oui, mesdames et messieurs, quand on rentre et quand on est en face d'un public, on a besoin de sourire. Si on n'a pas le sourire, il y a quelque chose qui manque dans l'équation. Il y a quelque chose qui cloche. Même si j'ai un très bon message, j'ai besoin de transmettre ce message déjà avec un sourire. Et le sourire, bien évidemment, ça me permet de créer la bonne connexion. Le sourire, c'est le fitra, c'est instinctif. Un bébé, quand on lui sourit, il sourit. Quand on ferme le visage, il commence à pleurer. Donc le sourire, c'est quelque chose de très important. Et pour ce faire, moi, quand je prépare une prestation et quand je vais aller démarrer, et surtout quand je suis en virtuel, je mets en face de ma caméra, j'imagine quelqu'un que j'aime. J'imagine quelque chose que j'adore. J'imagine quelque chose qui me permet de sourire. Parce que le sourire est contagieux. Dans la communication et le mindset sec, il y a le E. Le E, c'est l'enthousiasme. Il est très important d'être enthousiaste. Parce que si on ne porte pas le message, si on n'est pas en train de vraiment brûler de l'intérieur, mais dans le sens positif, bien sûr, pour transmettre ce message et transmettre cette dynamique derrière le message, là encore, il y a quelque chose qui manque. Donc ce mindset sec, avant même d'ouvrir notre bouche, avant même de parler, de dire quoi que ce soit, ma tête, mon corps, mon esprit, il est sec. Il est dans le sourire, il est dans l'enthousiasme et il est dans convaincu. Le c'est pour dire convaincu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, je suis extrêmement convaincu de ce que je suis en train de vous dire. Si je ne suis pas convaincu, comment je vais convaincre mon public? Mission impossible. Donc l'idée, c'est de vraiment être convaincu par la chose que je suis en train de transmettre à ce public-là, encore une fois, pour le convaincre, pour le faire passer du point A vers le point B. Et comme dirait un des personnes que je respecte aussi beaucoup, c'est Paul Walsiewicz, École Palo Alto, Californie. Ce gars-là, il a travaillé beaucoup sur la communication interpersonnelle. 5 axiomes qu'il a sortis. Le premier que je vous présente ici, c'est cette phrase, c'est cet axiome dans la communication interpersonnelle. On ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. Même si vous êtes une statue, vous dites rien, votre corps parle à votre place. Votre regard parle à votre place. Vos micro-expressions parlent à votre place. Donc là, il est très important de prendre conscience de l'importance de la communication non verbale, mes amis. Posture pour créer la connexion. On imite ce monsieur-là. Là, celui-là, il a une très belle posture. Alors la posture vient avec un ancrage au sol. Je m'ancre au sol, même quand je suis assis. Là, je suis assis, j'ai mes 2 pieds qui touchent au sol. Je sens le sol qui me supporte et je sens que je suis bien stable, bien vertical. Il y a aussi l'ancrage au sol, il y a l'ouverture du corps, donc j'arrive avec un corps qui est ouvert au public pour lui dire que tu es le bienvenu, cher public, chez moi. Je t'accueille, je ne suis pas dans une posture fermée ou les épaules tombantes, je suis dans l'ouverture et aussi dans la verticalité de mon corps. La verticalité, non seulement ça crée et ça donne ce sentiment que le gars ou la personne qui est en face, il assure, il a confiance, mais aussi, on va le voir dans la communication paraverbale, ça va aider à ce que votre voix porte. Quand je suis courbé, ma voix ne porte pas. Quand je suis vertical, ma voix porte et aussi ça crée une bonne connexion avec le public. Alors évitez, mes amis, le syndrome de Monsieur Météo, Madame Météo. Le dos au public, là je présente un petit peu la température des différentes villes du Maroc. Alors Agadir fait 28, Darbeda fait hada, et là je retourne complètement et je suis plus du tout connecté à vous. Donc quand je donne dos au public, je suis plus connecté au public. Donc là on évite ce genre de posture, ça crée une disconnexion avec le public et c'est pas intéressant pour garder cette énergie, pour le captiver et donc pour le convaincre. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant, cette charmante dame qui est là, qui lève les mains en signe de victoire. Elle s'appelle Amy Cuddy. Amy Cuddy, c'est une grande chercheuse qui a
qui a fait des grands travaux sur le lien entre le mindset, l'état d'esprit et le corps. On sait que le mindset impacte sur le corps, mais elle a pris l'équation à l'envers. Elle a dit que si on se met dans une position lambda, on a la possibilité de changer notre mindset. Et là, elle est dans sa posture un peu, ce qu'on appelle la power pose. Et la power pose de Amy Cuddy, vous pouvez chercher Amy Cuddy, et elle a un TEDx où elle explique vraiment ses différentes positions et elle résume un petit peu ses recherches qu'elle a faites par rapport au lien qu'il y a entre le corps et le mindset. Et donc, ces postures-là, ça aide l'orateur justement à développer une hormone de la confiance qui est la testostérone et de baisser l'hormone du stress qui est le cortisol. Elle explique ça bien sur un TEDx. Je vous invite à aller la voir. C'est des postures en général qu'on ne va pas faire pendant la prestation. Si je commence à me faire le signe de victoire alors que je suis en train de prester, ça ne va pas le faire. Ça, c'est beaucoup plus avant la prestation. On va avoir un rituel. Tout à l'heure, si on a le temps, on va parler de l'échauffement oratoire. Et parmi l'échauffement oratoire, on va se mettre dans cette position en signe de victoire pendant 2 minutes et automatiquement, on sent que la confiance revient, on sent qu'on commence à s'énergiser pour se jeter, sens positif bien sûr, avec le public. Le regard. Eh bien, le regard, il est aussi important que la posture. Le regard, ça permet aussi de créer la connexion. Donc, quand on commence à utiliser cet outil, je l'appelle outil, dans la communication non verbale, on peut rapidement et facilement créer une bonne connexion avec notre public. Alors, il y a des techniques qu'on utilise pour justement développer un bon regard. Il est très important de ne pas faire ce qu'on appelle un regard mitraillette. On a l'impression de mitrailler en fait le public en commençant à les regarder d'une manière assez rapide et furtive, comme si on était en train de mitrailler tout le monde avec notre regard. Donc cet effet Kalachnikov du regard, non. Donc on va poser le regard sur une personne, on va la regarder pendant un moment, ensuite on va retourner notre tête, on va voir une autre personne et on va la regarder pendant un moment. Il y a besoin de doser. L'objectif, c'est de ne pas trop fixer une personne parce que tout simplement, quand on va fixer encore une fois la personne, elle va se sentir gênée. C'est comme si, par exemple, je viens et je commence à vous regarder pendant plus, allez, 5 secondes, les yeux dans les yeux, vous allez baisser les yeux parce que tout simplement, le regard, ça va aller chercher l'intimité de la personne. Donc, on évite de brusquer, on l'utilise pour connecter, pas pour mettre à l'aise le public. On évite un regard au-dessus des visages, parce que si vous regardez au-dessus des visages, eh ben, votre texte va passer au-dessus de leur tête. Eh ben, ça marche pas. Donc l'idée, c'est d'avoir un regard en W, comme ce que vous êtes en train de voir sur l'image. Un regard en W, surtout quand on est face à un public. En présentiel, là, je ne peux pas le faire. Là, je suis face caméra. Donc, mon seul pointeur est entré chez vous, c'est la caméra. Donc, l'idée, c'est que je regarde la caméra pour que ça vous donne l'impression que je suis en train de vous regarder, mes chers diamants, parce que vous êtes des purs diamants. Ah, tout simplement, j'ai envie de le dire maintenant, ça sort. Et donc, regarder en W, c'est ce système-là. Quand j'ai une salle pleine et je suis en train de m'amuser à porter mon regard, je vais aller le porter sur des parties de la salle. Et pour balayer un petit peu la salle, je le fais en W. Ça marche bien. C'est ce qui sort et c'est ce qui donne de bons résultats. Moi, j'aime bien cette phrase. 2 personnes qui se regardent dans les yeux ne voient pas leurs yeux, mais leur regard. La gestuelle. La gestuelle, mes amis, c'est aussi un outil extrêmement puissant. La gestuelle, bien évidemment, c'est quelque chose qui va nous permettre de donner encore une fois de la texture à ce que vous êtes en train de dire. Si vous voyez quelqu'un qui ne bouge pas ses bras, il ne bouge pas ses mains et il est en train de vous parler, à un certain moment, vous allez vous ennuyer. Même si ce qu'il est en train de dire
il dit des choses merveilleuses. Mais s'il n'est pas en train de les magnifier par ses mains et ses bras, il ne faut pas non plus trop faire, parce que là, si je commence à un peu faire ça à n'importe... Voilà, là, vous allez, oula, Oussama, tu nous donnes le tournis, on n'arrive pas à suivre. Mais par contre, la gestuelle, ça permet justement d'attraper mot par mot, de le ponctuer, de lui donner un sens, de vraiment faire en sorte que l'inconscient du public capte ce que vous voulez dire. Même s'il ne capte pas le message verbalement, il a cette capacité de le capter avec vos gestes. Donc évitez bien évidemment les gestes parasites, il y en a beaucoup, les gestes d'autocontact, je commence à me gratter les cheveux, je commence à mettre mes mains comme ça, je commence à un petit peu mettre ma main sur la bouche. En gros, les gestes d'autocontact, c'est les gestes où je vais commencer un petit peu me toucher de partout et ça devient comme un tic gestuel. Donc l'idée, si j'ai un petit truc qui me gratte, ben je gratte. Mais l'idée, c'est pas d'en faire trop parce que là, ça peut donner encore une fois, c'est pas le conscient du public qui réagit à ce moment-là. Quand on travaille le non-verbal et le paraverbal, c'est vraiment à un autre niveau que ça se passe. Donc si je déclenche une méfiance avec mes gestes, je peux rompre le contact, je peux rompre la connexion. Et moi, mon but en tant qu'orateur, j'ai pas préparé tout ce temps-là pour qu'à la fin, je commence à faire des gestes et je n'arrive pas à passer mon message. Donc l'objectif, c'est d'éviter les gestes parasites, les gestes barrières aussi, les mains croisées, les mains derrière le dos, les mains dans la poche. Je vais le dire, hein, les mains qui protègent nos éléments sexuels. Voilà. Il y a des personnes qui viennent et qui se mettent comme ça, je me mets debout, ils mettent les mains comme ça et commencent à parler. Donc là, l'idée, c'est d'éviter ce genre de geste parce que, encore une fois, inconsciemment parlant, dès que je cache quelque chose, je déclenche chez l'autre une méfiance. Et c'est pas ça qui m'intéresse pendant ma prestation. Les gestes appris, bon, là je passe, se balancer. Les gestes appris, c'est très simple. On va apprendre dans une prise de parole en public, il faut mettre des gestes. Bon, l'objectif, c'est de ne pas mettre toujours les mêmes gestes. Si on nous demande de prendre les gestes de la main et commencer à faire comme ça pour justement appuyer ce qu'on va dire, si je commence à faire que ça, à chaque fois quand je parle, je fais que le même geste, toute la prestation, je fais le même geste, à un certain moment, ça devient un geste parasite. Donc les gestes appris dans le sens où ne pas trop en faire. Il faut que ça soit synchronisé avec ce que vous êtes en train de dire. Se balancer, bien sûr, quelqu'un qui vient et commence à se balancer, ça donne le tournis, on a l'impression qu'il n'est pas stable. Là, on parle de l'ancrage, donc c'est pour cela on parle de bien s'ancrer au sol. C'est très important. On va plutôt aller chercher des gestes métaphoriques. Les gestes métaphoriques, c'est les gestes où on va plutôt chercher des gestes qui rappellent un sens. Par exemple, quand je vous dis ça, juste le fait de vous montrer ça, ça veut dire que je suis en train de certainement parler de quelque chose de petit. Dans un grand projet, j'ai donné une petite partie à un stagiaire, très intelligent le gars, et j'étais pas du tout déçu. Donc, grand projet, petit, c'est des gestes métaphoriques. Il est fou celui-là. Donc regardez, je fais un truc comme ça, il est fou celui-là. C'est un geste où, même si je dis rien, si je fais que comme ça, vous comprenez que je suis en train de dire que cette personne en face, elle n'est pas normale. Donc il y a des gestes comme ça qui nous permettent justement d'appuyer notre message. Des gestes de ponctuation, là c'est encore une fois, c'est pour appuyer. Ce n'est pas des gestes qui signifient quelque chose, mais qui vont donner ils vont souligner les mots. Ils vont mettre du gras. L'oral, c'est pas l'écrit. C'est comment je vais mettre le gras sur un mot, sur quelque chose. Il y a la partie paraverbale qu'on va voir, mais il y a la partie gestuelle, la partie geste de ponctuation. Là, par exemple, je fais un geste de ponctuation. C'est clair et net. C'est vraiment nickel. C'est vraiment pointu ce truc-là. Donc, je peux le dire sans les mains, mais quand je dis c'est clair et net, ça donne beaucoup plus de sens et beaucoup plus d'importance à ce que je suis en train de vous raconter. Le visage souriant, ça, c'est à consommer sans modération. L'espace, quand on est en présentiel surtout, on a besoin de se déplacer correctement dans l'espace et surtout pas
n'importe quand et pas à n'importe quel moment. Un déplacement dans l'espace a un objectif. Par exemple, marquer une transition. Je suis en train de dire quelque chose et je bouge là où je suis pour démarrer autre chose. Quand je vais peut-être poser une question, je vais m'approcher du public. C'est très engageant. Si je reste vraiment derrière et je pose une question, ça n'a pas le même effet que si je m'engage et je commence à marcher, je commence à m'approcher du public. Il y a même, j'ai vu des orateurs qui commencent à se balader dans la salle. Ils vont aller même au fond. Maintenant, l'idée, c'est de ne pas commencer à parler dans le dos des personnes. Une fois, j'ai vu aussi des personnes qui montent dans la salle et qui continuent leur discours. Et là, ils se retrouvent avec des personnes qui donnent du dos. Et là, c'est vraiment pas très agréable pour le public. Quand on a envie de démarrer, je viens, je pose la question et je reviens à ma place et je continue. Avance. Paraverbal, troisième pilier qui va clôturer la masterclass. Le paraverbal, là encore, on a travaillé sur le verbal, on a travaillé sur le non-verbal, on a vu l'importance du corps et du visage pour justement appuyer notre message. Et là, on va utiliser un autre outil vraiment juste extraordinaire, mes amis, quand on veut réussir nos prises de parole en public. La voix, c'est quelque chose, la voix, c'est là déjà, ça me sert à vous transmettre le message. C'est à travers cette voix que j'arrive à le faire. Mais maintenant, ce n'est pas juste un outil pour juste balancer le message, mais c'est un outil qu'on peut l'utiliser pour, encore une fois, donner de la couleur à votre message. Encore une fois, donner du relief à votre message. Et là, on rentre dans des choses très intéressantes qui peuvent demander beaucoup de temps pour s'entraîner, pour l'acquérir, mais quand on commence à maîtriser la voix, vraiment ça fait que votre message va vraiment porter et ça peut non seulement capter l'attention, mais convaincre. C'est notre unique et seul objectif quand on fait une présentation en public. Alors, la voix, on va travailler sur plusieurs paramètres de la voix. D'abord la respiration, on va aussi parler des ruptures et on va parler du phrasé. Donc ces trois éléments, encore une fois, c'est les secrets que n'importe quel orateur va développer pour maîtriser sa prise de parole en public. Alors, la respiration, mes amis, on parle beaucoup de la respiration en long et en large, dans les thérapies, dans la gestion du stress. Partout, on trouve que la respiration, c'est le démarrage de quelque chose. C'est le démarrage de quelque chose par rapport au stress, par rapport à la voix, par rapport à d'autres éléments, parce que la respiration, c'est naturel. Si on arrête de respirer, eh ben, on va mourir. Et ce n'est pas intéressant de ne pas savoir respirer. Alors la respiration, dans le contexte de la voix, ça permet de produire la voix. Un petit rappel rapide, la production de la voix, c'est trois éléments. La respiration, je vais produire le souffle. Recording stopped. Ensuite, une fois que je vais produire le souffle, il va vibrer dans mes cordes vocales. Les cordes vocales, c'est des muscles qui sont derrière le larynx et en fonction de leur ouverture, je vais passer dans l'aigu ou dans les graves. Et ensuite, je vais l'amplifier ce souffle avant qu'il sorte de ma bouche. L'amplification se fait par des caisses de résonance que nous avons un petit peu partout. Nous avons dans notre thorax, dans notre gorge, au niveau de la mâchoire, au niveau des couches nasales et même au niveau du crâne. C'est ici où ça s'amplifie ce souffle-là. Donc si l'amplification, on comprend que les trois niveaux pour créer la voix, s'il y a un niveau qui ne marche pas, la voix ne va pas porter. Donc on va travailler justement sur le premier étage de la voix, c'est la respiration. Et pour bien respirer, surtout dans la prise de parole en public, on va utiliser un type de respiration qu'on appelle la respiration basse ou la respiration abdominale qu'on va utiliser aussi dans la gestion du stress ou dans d'autres on va dire disciplines, la sophrologie, même dans l'hypnose, bref, dans le yoga, dans différents éléments. Dans différentes disciplines, on va utiliser la respiration abdominale. La respiration abdominale, c'est tout simplement
la possibilité d'avoir un support de notre souffle qui vient du ventre. Parce que on perd cette habitude. Quand on est bébé, on respire du ventre. Mais dès qu'on commence à prendre de l'âge, on commence à respirer au niveau du thorax. Et quand on est hyper stressé, on commence à respirer de la gorge. C'est ce qu'on appelle la voie de gorge. La voie de gorge, c'est cet étage-là. La voie thoracique, c'est quand on utilise une respiration thoracique. La voie basse, c'est quand on va chercher le souffle à partir du ventre. Et là, on a un bon pilier, un bon piston qui va justement porter notre voix et qui va donner tout simplement cette capacité à capter l'attention. Quand je porte ma voix correctement et j'utilise ce souffle correctement, à partir de mon ventre, je capte aussi l'attention. C'est mon objectif dans la prise de parole en public. Donc la source profonde de la voix élimine le stress, on l'a dit. Là, on revient sur la posture, bien évidemment. Une respiration basse qui marche très bien, c'est quand on a une posture verticale pour optimiser le canal d'air. Imaginez que votre canal d'air, il est des couches nasales jusqu'au ventre. Donc si je commence à avoir une posture un petit peu tordue, je ne vais pas laisser l'air traverser ce canal correctement. Donc ça peut coincer quelque part. L'objectif de la respiration basse, c'est d'avoir une posture verticale pour faciliter justement cette respiration. Très important de faire un gros lâcher-prise au niveau du ventre. Le lâcher-prise dans la prise de parole en public, c'est un lâcher-prise abdominal. Si je sens que mon ventre il est crispé, ou je suis en train de le faire rentrer parce que bon, j'ai du bide un petit peu, j'ai pas envie de le montrer, ou je suis pas à l'aise avec mon ventre, je ne vais pas avoir un bon piston d'air. Donc l'objectif, avant de parler de respiration, je prends conscience, il est dans quel état mon ventre. Il est très intéressant de le lâcher. Vraiment, hein. Il est très, on peut pas, bon, je peux montrer un petit peu, mais ici, même si j'ai un petit peu de bide, c'est pas grave, j'ai pas fait de régime cet été-là, mais l'idée c'est de poser votre ventre sur votre ceinture, sur votre vessie, on pose le ventre, on le lâche. Et ça permet justement d'avoir un bon piston d'air qui va porter la voix. Petite démonstration rapide, moi j'aime bien les exercices suivants. L'exercice de la paille et l'exercice de la bougie. La paille, en fait, tout simplement, on imagine qu'on a une paille. Il y a plusieurs variantes. Là, vous trouvez la respiration basse ou la respiration abdominale sur YouTube. Il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus parce que ça touche plusieurs disciplines. Donc là, l'exercice, moi, que j'aime bien faire, et ça me permet d'ancrer dans mon cerveau qu'il faut chercher l'air du ventre, c'est l'exercice de la paille. J'imagine que j'ai une paille dans ma bouche et je vais inspirer l'air de ma bouche, comme ça. Et je sens que je suis en train de gonfler mon ventre. L'air qui rentre à partir de cette paille descend dans le canal d'air et il est en train de gonfler mon ventre, comme si je suis en train de gonfler un ballon de baudruche. Donc je gonfle mon ventre et puis ça c'est l'inspire. Et j'expire avec le son che. Et là, je sens que mon ventre il est en train de se dégonfler. Et quand j'inspire, l'idée c'est de poser ses deux mains dans les deux parties molles de votre ventre et vous sentez que votre ventre est en train de gonfler latéralement. C'est comme un ballon. Et quand j'expire avec le son che ou feu, par exemple, comme ça, observez avec vos deux mains que votre ventre est en train de dégonfler, de se dégonfler. Donc ça, c'est l'exercice de la paille, très intéressant. Moi, personnellement, en fait, je m'exerce à la respiration basse. Aussi, je sens que je porte mon souffle du ventre. En imaginant, c'est un exercice un petit peu, voilà, on pose 20 bougies, on imagine 20 bougies on a en face de nous. Et je veux prendre une bonne inspiration par la bouche. Et puis je vais commencer à souffler la bouche, mais d'une manière vraiment, voilà, un souffle mitraillette. Et par contre, je sens que comme un piston qui envoie de l'air
à l'expire. Ça donne ça. J'imagine 20 bougies en face de moi. J'inspire, je laisse rentrer l'air par ma bouche. Et là, si je mets ma main au niveau du ventre, je sens que je donne des coups. C'est comme des pistons qui envoient de l'air et qui se projettent de l'extérieur. Je m'entraîne à ça aussi. Et puis je m'entraîne à l'exercice suivant, c'est je prends une inspiration, par exemple du nez ou même de la bouche, parce que l'air rentre naturellement dans la bouche, surtout quand on est en train de parler en public. Je laisse entrer à l'inspire et je démarre ma phrase à l'expire. Je ne parle pas à l'inspire, je parle à l'expire. Ça donne ça. Là, j'inspire du nez. Je m'appelle Oussama Snaji. Je suis hyper content aujourd'hui de passer avec vous cette masterclass prise de parole en public. Tout ce que je viens de dire là, il est parti à l'expire. Il est parti en projetant de l'air. Et là, je sens que mon ventre, il est en train de travailler. Voilà. Donc ça, c'est un exercice que je fais aussi. Vous pouvez faire, c'est l'exercice de parler à l'expire. On a vu la respiration, c'est la base de la voix. On travaille bien la respiration basse pour bien porter sa voix, ça c'est très important. Deuxième point très important dans la communication paraverbale, et pour justement sublimer encore son message, mais cette fois-ci pas par ce qu'on a vu tout à l'heure, les histoires, les métaphores, les analogies, les appels au vécu et tout ça, mais cette fois-ci, je vais sublimer mon message en faisant des feintes vocales. Alors une feinte vocale, ça s'appelle une rupture. La rupture, définition d'une rupture, c'est un changement d'état bref de quelque chose. Je passe d'un état vers un autre très, très, très vite. Ce qu'on appelle dans les trucs d'hypnose ou de choses comme ça, la rupture de pattern. Je fais une rupture de pensée de quelqu'un. Il pense comme ça, il va commencer à penser comme ça. Donc c'est des choses qui se passent très vite et très souvent, on peut, quand on fait de la thérapie, enlever une simple croyance en faisant une rupture de pattern. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, mais ramener à la partie paraverbale, on va faire des changements. On va faire des changements rapides ou des feintes vocales en utilisant par exemple un changement dans le débit. Je suis en train de parler très vite comme ça pour vous montrer quelque chose qui est très intéressant pour vous, mes amis, avec toutes les choses que vous avez appris dans le paraverbal, non-verbal. Et par la suite, il y a quelque chose de très important que j'ai envie de vous présenter maintenant. La notion de rupture, mes amis, c'est juste très intéressant à comprendre déjà et à apprendre à faire quand vous êtes en train de travailler votre prise de parole en public. Là, je fais une rupture, je suis en train de parler avec un débit très vite, un débit de voix très vite, et là, tout de suite, je change et je commence à parler lentement. Je peux faire une rupture avec le volume, je l'ai fait là. Je parle un petit peu haut, et ensuite je vais commencer à parler bas. Ça capte l'attention aussi de votre public. Je peux faire une rupture avec la hauteur tonale. Je peux parler dans les aigus et je vais parler aussi dans les graves. Le grave va chercher quelque chose de plus profond. Et quand je veux affirmer quelque chose, mes amis, je vais porter une voix qui est beaucoup plus grave parce que ça me donne de l'assurance et surtout ça donne l'assurance au public qui m'entend. Et quand je pose une question, je peux la chercher dans les aigus. Et je laisse comme ça un truc suspendu. Et là, je parle un petit peu dans les aigus. Alors, les aigus à éviter parce que inconsciemment, on fait une association. Quand je parle dans les aigus, je suis stressé. Inconsciemment, je fais une association. Quand je parle dans le grave, j'ai de l'assurance. J'ai confiance en ce que je dis. Et j'affirme ce que je dis au public qui me regarde. Je n'ai pas besoin de crier. Donc la hauteur tonale, elle est très intéressante. L'intonation aussi, je peux faire une rupture. L'intonation, c'est le ton.
Je suis en train de raconter une histoire et puis il arrive que je vais parler d'un enfant. Et je prends la voix d'un enfant. Je suis en train de parler d'une histoire, il y a une vieille dame dans l'histoire, et là je prends la voix de la vieille dame. Je suis en train de parler d'une histoire, et là il faut un ton corporate. Directeur financier qui vient, il va parler chiffres. Alors, mesdames et messieurs, ce soir je vais vous présenter le chiffre d'affaires du trimestre 2020. Et on constate que par rapport au trimestre 2021, on a eu une baisse. Et on peut noter ça par rapport au départ de 2 commerciaux qui nous ont quittés dernièrement. Et cela explique justement cette baisse en chiffre d'affaires. Donc là, je prends un temps solennel, et je peux faire des ruptures comme ça quand je raconte des histoires. Je peux faire une rupture émotionnelle. Je suis dans la joie, et hop, je passe dans la peur, et hop, je passe dans la surprise, et hop, je passe dans le dégoût, et je peux utiliser les peurs de base pour créer des ruptures dans mon paraverbal. Et le Graal, c'est quand je pose un silence. Comme l'a dit un certain monsieur qui s'appelle Sarah Guitry, ou Sacha Guitry, je pense. Lorsqu'on entend un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est toujours de lui. Ça veut dire que tout simplement, quand vous êtes en train de parler, mes amis, quand vous êtes en train de présenter quelque chose d'intéressant et vous faites une pause, un silence, vous posez un silence, tout simplement, vous laissez votre public digérer ce que vous êtes en train de dire. Et tout simplement, vous captez son attention parce que après, il attend que vous allez dire quelque chose qui va encore ouvrir une nouvelle parenthèse dans sa tête. Et donc le silence, c'est la puissance du paraverbal. Maintenant, à utiliser avec modération, je ne vais pas mettre un silence après chaque mot, sinon ça devient un tic de langage. Bonjour, je m'appelle Oussama. Voilà, j'ai juste pas envie d'entendre une personne qui me pose un silence après chaque mot, c'est pas agréable. Le silence, ça se pose derrière une idée, derrière une phrase où j'ai développé quelque chose, et ça donne le temps au public de digérer ce que je viens de dire. Ça, c'est les feintes vocales. Le phrasé, on va travailler sur l'articulation. On va bien articuler ce qu'on est en train de dire, parce que rappelez-vous, dans les 3 premiers éléments de la formule magique, il y a être écouté, être compris. Pour être compris, il est très important de bien articuler. Là, je pousse un petit peu le trait, parce qu'il est très important de bien articuler pour se faire comprendre. Et si on articule mal, le public ne va pas comprendre ce que je suis en train de dire. Donc là, on va travailler la diction. La diction, c'est un élément extrêmement important pour développer correctement son phrasé. On va travailler sur le rythme. Alors le rythme, c'est un bon dosage entre le débit et le volume. Le rythme, on le trouve partout, mes amis. On le trouve dans le sport, on le trouve dans la chanson, dans la musique, on le trouve dans le théâtre, on le trouve partout. Avoir du bon rythme, c'est cette bonne modulation quand je suis rapporté au paraverbal, c'est de trouver ces moments où je vais changer de débit, changer de volume, moduler mes mots, aller dans les aigus, dans les graves, appuyer sur les mots, on appelle ça le saupoudrage, poser des silences. Alors, poser des silences, c'est aussi quelque chose qui est très important lorsqu'on a des tics de langage. Et le champion du monde dans le tic des langages, c'est le fameux Alors, mesdames et messieurs, alors ce soir, ce que je voulais vous dire par rapport à la prise de parole en public, en fait,
En fait, alors quand vous entendez quelqu'un comme ça, clairement, mes amis, vous n'avez pas envie de l'entendre longtemps. Donc l'idée, le silence, c'est le remède par excellence pour lever ces tics de langage. Et surtout le E, champion du monde. La répétition dans le phrasé, c'est quelque chose qui marche très bien. On dit une phrase et on la répète. On ne peut pas ne pas communiquer. On ne peut pas ne pas communiquer. J'ai répété 2 fois la chose. C'est pas parce que mon public il est sourd, c'est tout simplement parce que la phrase elle est lourde de sens. Il y a quelque chose de puissant que j'ai envie de transmettre. Et quand je répète, boum, je capte l'attention de mon public. Et là, après, j'ai besoin d'argumenter, de dire, de développer. Mais l'idée de répéter, c'est attention, là on est sur du lourd. On va passer à quelque chose d'intéressant. Donc, restez connectés avec moi.